on peut se guérir par la littérature du traumatisme vécu à l'école. Pour ma part, j'ai été presque dégoûté de la lecture à l'école. Et donc, il m'a fallu un certain temps pour retrouver mon droit à la passion de lire et à celle d'écrire. Et je suis Olivier Bordassar, écrivain. J'aurais 2 conseils. Des conseils que je me donne à moi-même et des règles que je m'impose pour travailler. Je fabrique des plans extrêmement précis, extrêmement stricts, des cadres presque rigides, c'est-à-dire chapitre par chapitre, chronologique, avec des descriptions de personnages au départ pour savoir qui est qui fait quoi, qui est Odile Snoot, pourquoi elle pense ça, quels sont ses désirs, ses ambitions, sa situation, ses rêves, son passé, son présent, son futur. Bon, je fais des sortes de cartes d'identité. Et quand j'ai ce plan chronologique du début à la fin, je connais la fin avant même de passer à la rédaction. Quand j'ai ce plan, je passe à la rédaction et la rigidité de cette structure n'est qu'un cadre. Enfin, je me réserve toutes les libertés à l'intérieur de ce cadre pour ne pas respecter telle ou telle chose que j'ai décidé auparavant, quoi. Donc, je fais un plan très précis. Ensuite, je n'ai plus qu'à rédiger. Et une fois que les choses sont rédigées, j'ai une sorte de chronologie, mais je peux me permettre, après le premier jet, d'étudier la suite logique des événements, d'étudier les chapitres, la succession des chapitres et des événements et des actions, en essayant de toujours garder tendu un fil narratif pour ne pas me perdre dans des digressions. Et je peux me permettre de passer le chapitre 2 à la place du 1 et le 3 à la place du 8, etc. Après, je suis libre à l'intérieur de ce cadre rigide. Et le deuxième conseil, il est très simple. Il faut écrire à la main sur du papier avec un stylo. Je dirais pas seulement. C'est pour moi d'abord de proposer une vision du monde, une critique du monde et cibler des problèmes et poser des questions sur ces problèmes. Et les problèmes sont, dans mon cas et dans mon travail d'écrivain, sont des dysfonctionnements de la société que je veux mettre en lumière, et je travaille autour de ça, quoi. Enfin, je regarde le monde comme il va et je décide de m'emparer d'un problème social, d'un problème écologique, d'un problème problème de l'inégalité, je sais pas, la question animale. Enfin, voilà, ce que je pars toujours d'une thématique qui m'intéresse, qui me semble importante à questionner. Et voilà. Alors, je vais parler de mon dernier roman, qui s'appelle La disparition d'Hervé Snoot. J'ai voulu, pour ce roman, rendre hommage à un auteur qui est très important pour moi, c'est Georges Perec. C'est un auteur qui plane, disons, au-dessus de moi,
en permanence. Et c'est un auteur qui m'a fait découvrir que la littérature peut se désacraliser, peut se déscolariser, disons. On peut se guérir par la littérature du traumatisme vécu à l'école. Pour ma part, j'ai été presque dégoûté de la lecture à l'école. Et donc, il m'a fallu un certain temps pour retrouver mon droit à la passion de lire et à celle d'écrire. Et Georges Perec est un auteur qui m'a beaucoup aidé dans cette reconstruction-là, puisqu'il m'a aidé à considérer que on pouvait jouer avec les formes. Il m'a appris l'importance de la contrainte, qui est pour moi une manière d'établir au préalable un cadre qui peut paraître très strict et qui pourtant est extrêmement libératoire. Et puis il m'a appris aussi le jeu, parce que Perec était comme un enfant, il jouait avec des mots et il jouait à plein de jeux aussi, il jouait avec ses amis, à celui qui écrirait la plus longue phrase sans la lettre E, ou il jouait au jeu de Go, et il jouait aux dames, et il jouait à tout ce qu'on veut, il faisait des puzzles, etc. Et ce goût pour le jeu, je l'ai acquis grâce à lui. Et en fait, j'ai beaucoup travaillé, je travaille encore sous des contraintes que je m'impose dès le départ. Dans le dernier roman qui est paru, La disparition d'Hervé Snout, j'ai utilisé la contrainte qui consiste à supprimer les dialogues. Il n'y a pas de dialogue, enfin presque pas, dans mon livre. Ce qui m'a permis construire des scènes entre les personnages où ce qui est dit à voix haute côtoie ce qui est pensé. Donc les dialogues se mélangent à des monologues intérieurs, ce qui me permet de passer de manière un peu aléatoire à ce qui s'entend et ce qui est pensé. Et ça donne quelque chose d'assez drôle, parce que évidemment il y a ce qu'on dit et ce qu'on dit entre parfois en contradiction avec ce qu'on pense ou ce qu'on n'ose pas dire. Voilà, donc ça c'est une contrainte, par exemple une contrainte formelle pour ce roman. Et puis j'ai appris aussi en lisant Perec qu'on peut dire joyeusement des choses graves. Et comme je suis publié dans une collection de romans noirs, j'ai préféré y insuffler un peu d'humour dans l'histoire que je raconte, ce qui fait passer la pilule, parce que la situation est proprement tragique. Donc voilà, ça c'est ma référence. Mais il y a aussi, il n'y a pas que des écrivains. Enfin, évidemment, en haut de mon panthéon, il y a Arthur Rimbaud, qui lui alors m'a fait entrer dans une aventure littéraire proprement extraordinaire, parce que c'est l'écrivain, le poète, l'artiste total qui a eu des visions, et avoir des visions, c'est quand même, quand on écrit, la cerise sur le gâteau, quoi.
Parallèlement à mon expérience d'élève, de collégien, de lycéen, j'avais une activité littéraire, comme beaucoup d'adolescents. J'écrivais un journal, j'écrivais des poésies, j'essayais d'écrire des chansons, enfin bon, voilà. C'est des choses très très mauvaises, mais qui m'ont porté à croire que il y avait une sorte de complémentarité entre ce que je faisais et ce que je pouvais apprendre auprès de mes professeurs de français. Et cette complémentarité, elle avait pour socle, disons, la possibilité de dire les choses autrement, de sortir du cadre, de plaisanter, de ne pas respecter la littérature, de ne pas respecter l'ordre préétabli par le programme scolaire. Et c'était une manière pour moi de me dire qu'autre chose était possible, qu'il y avait quelque chose de possible en dehors de cette formation très classique. Ce qui m'ennuie beaucoup dans cette affaire, c'est la catégorisation. En fait, spontanément, je ne m'inscris pas dans l'univers du polar. Je n'écris pas de polar. Enfin, j'ai écrit un polar dans ma vie qui respecte les codes du polar. Des méchants, des gentils, des flics qui font une enquête et puis une résolution. Bon, ça, je l'ai écrit une fois. Ça m'intéresse pas tellement. Je lis très peu de polar. Ce qui m'intéresse, c'est de construire des histoires dans lesquelles des personnages sont piégés. Ils sont... Alors, pour parler de la disparition d'Hervé Snout, par exemple, je raconte l'histoire d'une famille et d'un groupe d'amis sur un lieu de travail. Et ça s'appelle la disparition d'Hervé Snout. Hervé Snout, c'est un père de famille qui est très autoritaire, brutal, bon. Et puis il est marié, enfin il a construit une famille avec sa femme Odile Snout, et ils ont considéré que pour être une famille respectable dans la société familialiste où nous vivons, il était obligatoire de se marier, d'avoir 2 enfants, de réussir professionnellement, d'avoir 2 belles voitures, une belle maison, etc. Et ils ont intégré l'injonction sociétale qui leur a ordonné de répondre favorablement aux règles du consumérisme. Et l'injonction, c'est pour être heureux, il faut consommer. Bon, Hervé Snout disparaît. Le roman noir, la noirceur de l'histoire commence ici par la disparition. Et quelles vont être les répercussions de cette disparition dans chacun des personnages? Qu'est-ce que ça va bouleverser? Qu'est-ce que ça va poser comme question? Le cataclysme provoqué par la disparition va transformer les existences des personnages. Et puis, je continue dans la noirceur en voulant évoquer le sujet de la violence au travail. Pour moi, la catégorie roman noir s'arrête ici, c'est-à-dire que j'utilise ce que j'interprète du réel pour en faire une histoire et pour poser des questions.
Et ce sont des questions extrêmement graves, quoi. Hein, pourquoi les gens se suicident au travail? Pourquoi les familles sont détruites par la société de consommation, la compétition, l'autorité, la brutalité enfin la violence économique qu'on subit. Le roman noir, pour moi, c'est un roman tout d'abord social. Et la société est noire. Donc ça fait des romans noirs. Non, pour moi, il n'y a rien de positif à cette émergence de l'intelligence qui, j'espère, restera artificielle, puisque c'est sa définition. Non, c'est rien, c'est pas, ça sert à rien. Non, c'est pas du tout, c'est pas du tout un danger pour les auteurs vivants et pas artificiel d'avoir une machine qui va produire quelques petites choses qui seront des sortes de vastes plagiats en fait, hein, puisque la machine ingurgite des données littéraires, du style, des histoires, des contenus, enfin on appelle ça des contenus, bon, et puis régurgite des choses vaguement construites. Enfin, non, je crois pas du tout que ça mette la littérature en danger, mais ça peut mettre la vie des écrivains en danger, parce que si un jour une intelligence artificielle produit quelque chose d'à peu près potable, bon, ben on va se mettre à vendre ce genre de truc, quoi. Bon, tant pis, hein. On verra bien.